Bonjour, bienvenue à l'émission Entrevue. Aujourd'hui, je reçois M. René Cournoyer. Bonjour, M. Cournoyer. Bonjour, Marie-Hélène. M. Cournoyer, vous êtes natif de quelle région? Saint-Joseph de Sorel. Saint-Joseph de Sorel. Vous êtes né d'une famille de combien d'enfants? Moi, je suis le plus vieux de 8. OK. Et la 7e de la famille, Carole, quand elle est née, j'avais 8 ans. Fait qu'on se suit tous d'un an. Maintenant, vous avez quitté Saint-Joseph. Ouais, ben j'ai quitté jeune parce que à l'âge de 7 ans, en 2e année, ben là, je suis allé pensionnaire. Dans le temps qu'on était pensionnaire, ben, on n'était pas pensionnaire juste pendant une semaine, on était pensionnaire au mois. Et j'étais pensionnaire à ma 2e année. Ma soeur Marie-Paul, elle était dans sa 1re année. On était tous les deux au couvent à Saint-Lambert. Et j'ai continué de pensionnaire pendant 12 ans. J'ai fait 4 ans au couvent Saint-Lambert. Après ça, je suis allé au secondaire au Collège Laval à Saint-Vincent-de-Paul pendant 5 ans. Puis en 1960, je suis allé faire 3 années de high school là, à Plattsburgh, New York. Oh, wow. Quel métier vous avez entrepris au courant de votre carrière? Bien, après mes études secondaires, j'ai fait 1 année d'université. Puis après 1 année d'université, j'ai commencé à travailler. Puis là, j'ai continué à travailler à temps plein. Mon père avait des commerces d'embouteillage de boissons gazeuses qui étaient du 7-Up. Et il y en avait une usine qui était à Valleyfield. Il y en avait une à Sorel. À un moment donné, il y en avait une à Saint-Hyacinthe. Puis moi, je me suis en allé à Valleyfield en décembre 65 pour 64 à temps plein, parce que peut-être qu'à ce moment-là, je ne savais pas que je ne reviendrais pas. Mais je suis resté à Valleyfield tout ce temps-là. Et en septembre 65, j'ai marié une fille de la place, Francine Lecomte, qui est aussi d'une grosse famille, une famille de 7 enfants. Et ça dure encore aujourd'hui. Puis, le fait que je me suis marié, je ne suis pas retourné à l'université. OK. Puis, je suis resté à Valleyfield avec le commerce jusqu'en décembre 88. En décembre 88, là, on a vendu 7-Up Valleyfield. Est-ce que vous êtes à la retraite maintenant? Je peux dire que oui, mais disons que je ne refuserais pas d'aller travailler. L'année passée, la dernière année, j'ai travaillé 2 mois et demi. La dernière fois, j'ai travaillé à temps plein. J'ai travaillé pendant 2 ans, allé jusqu'en décembre 2014. OK. Qu'est-ce que vous avez fait? J'étais dans un... Moi, après que j'ai vendu 7-Up, ce que j'aimais comme travail, moi, c'est l'usine. Fait que mon expertise, c'est de diriger des usines. Fait qu'après avoir vendu 7-Up, ben, j'ai eu la chance, j'ai eu la chance parce que si on n'avait pas vendu, je serais resté à la même place pendant je ne sais pas combien d'années. Là. Mais là, je suis allé travailler, j'ai reparti à une usine d'embouteillage à Saint-Jérôme, par exemple. Je suis allé travailler pour Cote Montréal. Et j'ai travaillé aussi dans d'autres pays. Je suis allé en Haïti pendant 7 mois, en 98, chez Coca-Cola à Port-au-Prince. Fait que c'est tous des mandats qui étaient intéressants pour moi parce que ça faisait une variété de travail. Mais c'était toujours dans le domaine de l'usine, de comment gérer une usine. Donc, vous êtes encore très actif? Là, je ne le suis plus là, depuis décembre, là, depuis fin novembre. Mais... Vous êtes quelqu'un quand même de projet, là. Ouais, ben, je refuserais pas d'aller travailler, mais on dirait que rendu un certain âge, on est comme un produit périmé, là, tu sais. Et les gens, ils ont comme peur de nous embaucher. Mais je suis encore en très bonne santé, puis je me sentirais capable de contribuer, mais c'est ça. Fait que je me tiens occupé à faire d'autres choses. À faire d'autres choses. Vous avez combien d'enfants et de petits-enfants? J'ai 3 enfants. Charles est venu au monde en 66, alors là, il a 53 ans. Ève était née en 69. Quand elle est décédée, elle avait 43 ans. Et Cynthia, qui est née en 73. Alors, Cynthia, elle a 46 ans maintenant. Les petits-enfants, j'en ai 3. Jeanne, la fille de Ève, qui est née en 94. Alors, elle va avoir 25 ans au mois de décembre. Et j'ai Olivia, qui a 17 ans. Et le plus jeune, Éloi, lui, a eu 14 ans. Puis un fait qui est assez
étrange, là, c'est qu'Éloi a la même date de naissance qu'Ève, le 15 de mai. Puis on a un autre le 15 de mai dans la famille, qui est une nièce, Maude La Tulipe, qui est du 15 de mai également. Vous venez de me mentionner que Ève était décédée. Ève est décédée de quoi? Ève s'est enlevée la vie le 12 août 2012. Alors, ça va faire 7 ans bientôt. Donc, elle avait quel âge à ce moment-là? 43 ans. OK. Est-ce que Ève avait déjà été diagnostiquée pour une maladie mentale? Non, Ève, évidemment, elle devait avoir un problème là, au niveau de comportement, ce qu'on appelle maladie mentale. Mais pour nous autres, Ève, on la regardait aller depuis une couple d'années. Disons, depuis au moins, depuis qu'elle avait l'âge de 16 ans, 17 ans, qu'elle était plus autonome d'elle-même. Mais même quand elle était toute petite, elle était très, très autonome. Puis pour nous autres, là, on la regardait aller, puis c'était une superwoman. Elle était toujours en action dans sa musique là, depuis surtout 2000. Là, elle faisait ses compositions elle-même de paroles, de musique, des enregistrements. Tout le travail de ces CD qu'elle a fait, là, c'est tout 100% son travail. Est-ce que vous aviez remarqué, avant qu'elle s'enlève la vie, des signes, je sais pas moi, des signes là, je sais pas, dans son comportement là, qui avait changé? Ben, comme je vous ai dit, elle était très autonome. Alors, on n'avait pas un contact avec elle quotidiennement. Là. On savait qu'elle était occupée, parce qu'elle n'était pas facile à rejoindre non plus, mais pour nous autres, c'est pas... on ne pouvait pas dire qu'on s'attendait à ça. C'était totalement une surprise. Okay. Puis, est-ce que Ève, ça a commencé très jeune, son goût pour la musique? Oui, Ève, très jeune, là, ben, disons que c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Là, il n'y avait pas toutes les bébêtes que les enfants ont, mais excepté que je me souviens que elle et sa sœur, ils ont commencé à regarder Much Music là, avant qu'il y ait Musique Plus. C'était c'était populaire. Là. Comme ça qu'ils ont beaucoup appris l'anglais également. Okay. Et jeune, elle a suivi des cours de piano de sa tante Suzanne, qui était mariée avec Serge, le frère de ma femme, qui était une musicienne puis qui donnait des cours de piano. Puis Ève disait souvent qu'elle a beaucoup appris avec Suzanne parce que Suzanne la laissait improviser, puis c'était pas juste du Beethoven, mais du Chopin. Et une fois au couvent, elle a continué à pratiquer le piano. Mais elle s'est réellement attaquée à la composition. Là, puis, et le chant après, est-ce que c'était en même temps le chant que le piano ou c'était plus au début le piano? Puis... Non, elle a commencé à faire des compositions. C'est qu'à un moment donné, il fallait qu'elle travaille dans un loge adulte. Puis elle travaillait dans un studio d'enregistrement. OK. Champagne, c'est ça. Lui, Champagne, il enregistrait comme Desjardins, Michel Bélanger. Daniel Bélanger, bien oui. Puis là, ben, Ève a commencé à voir ça. Puis c'est là qu'elle a commencé à dire, ben, moi aussi, je suis capable de faire ça. Elle a commencé à écrire ses chansons. Puis à faire ses compositions. Puis là, elle s'est fait connaître. Ouais. Puis c'est ça, j'ai oublié ce bout-là, c'est qu'elle a été, à un moment donné, suivre un cours de technicien de son. OK. Après ses études. Parce que quand elle a été au cégep, elle a arrêté le cégep à la dernière session. Là, parce que là, elle a commencé une petite carrière de mannequin. Puis elle avait eu l'opportunité d'aller au Japon. Fait qu'elle a dit, moi, je m'en vais au Japon. Après ça, elle est allée en Italie, elle est allée à New York. Puis ça, elle avait mis ses études de côté. Puis à un moment donné, elle a voulu refaire des études. Elle a suivi une formation de technicien de son. Fait que c'est ça qui lui a permis. Dans le fond, c'est ça qui lui a permis de débuter, là. Ben, d'être autonome. Pour faire elle-même ses compositions. Parce qu'à cette heure, il n'y a plus de studio d'enregistrement. Les gens font tout ça dans leurs appartements. Ils ont tous les outils. Fait que ça, c'est là qu'elle a commencé sa carrière, si on dirait. J'imagine qu'elle a commencé à connaître de plus en plus d'artistes. Puis c'est ça. Là, elle a fait, tu sais, comme ici, ça, c'est 2001. C'est tout son travail à elle, là. Vous pouvez le montrer à la caméra. Ça, c'est elle qui a fait ça.
Y avait-tu un titre? Elle a appelé celui-là Stéréotype. OK. Stéréotype, mais tu sais, elle a tout monté comme si c'était pour être marketing. C'est tout marketing. Après ça, elle a fait des c'est bien, vous pouvez nous montrer ces CD. Ça. OK, on voit qu'ici, elle ici, c'est le texte de. Oui, elle prenait même le temps de signer elle-même son CD. Elle avait. Elle savait c'était quoi du marketing. Oui, exactement. Oui, ça, c'est son premier CD. C'est le premier essai. Le sabot de Vénus. Oui, qui a été, après ça, sur ce CD-là. OK. Ça, c'est 2004. En 2004, oui. Puis en 2006, elle a fait Oui, j'ai vu l'Écho, oui. Puis après ça, il y en avait un autre qui s'appelle Tempête, que j'ai pas ici, parce que j'en ai presque plus de celui-là, puis je le trouvais pas. Ça, c'était son dernier qui était Le Labeur, qu'elle a lancé la semaine avant de mourir. Oh, OK. Ouais. Le Labeur de? Le Labeur de la fleur. De la fleur, ouais. OK. Donc, c'est son dernier CD. C'est son dernier CD. Parfait. Fait que ça a été sa passion, puis elle nous a laissé ça. C'est immortel, ça. Je comprends. Je comprends très bien. Ève, c'était une fille qui était excessivement jolie. Mm-hmm. Elle a entrepris, dans le fond, elle est devenue mannequin. Mm-hmm. Et, comme vous me dites, elle a été dans différents pays, dont, si je me trompe pas, à New York, à Tokyo. Oui, Tokyo, New York. Il y en a en Italie, à Milan. Mm-hmm. Et comment ça a débuté? Ça, c'est toutes des démarches qu'elle-même, elle a faites. Ève, la journée qu'elle a eu 16 ans, elle a dit, moi, j'ai mon permis de conduire. Elle avait tout fait ça toute seule. Quand elle a décidé d'aller au couvent à Saint-Lambert, elle est allée au couvent, il y a 2 couvents à Saint-Lambert, là. Je cherche le nom, là, mais en tout cas, elle est allée au couvent, elle avait tout fait ses démarches elle-même. À partir de là, elle s'en allait à Brébeuf, c'est toute elle qui a fait ses affaires toute seule. Moi, je l'ai su quand c'était fait. Fait que c'était une personne très, très, très autonome. Puis c'est vers quel âge qu'elle s'est dirigée en tant que mannequin? Là, elle devait avoir juste à la fin du cégep, là, qui est 18-19 ans. Là. OK. Puis ça a duré environ combien de temps, cette période-là? Elle en a fait jusqu'en... Parce qu'on a des photos d'elle avec Jeanne, quand Jeanne a 1 an, c'est 95. Mais là, à partir de 2000, là, elle s'est consacrée à la musique. Là. OK. Ouais. Dans le fond, elle a arrêté de faire cette carrière-là de mannequin parce que j'imagine que la musique l'attirait. C'était plus ça sa passion. Oui, puis la carrière de mannequin, ça dure pas longtemps non plus. Oui, exactement. Ils sont tous plutôt jeunes, les mannequins. Oui, c'est vrai. À partir de tel âge, déjà, C'est ça. Est-ce qu'en tant que parent, on peut se remettre un jour de la mort d'un enfant? Ben, tous les jours, c'est là. Hein. Ou est-ce que ça peut s'atténuer? Non. Cette douleur-là? Ceux qui disent, tu dois... Il y en a qui vont dire, rien-en, là, c'est parce qu'ils savent pas ça. Ils savent pas, ils ont pas vécu ça, t'sais. Fait qu'il faut pas juger les comportements puis ce que quelqu'un peut avoir comme chagrin, puis ça, c'est la personne de juger quelqu'un, t'sais. Exactement. Mais c'est sûr qu'elle est avec nous. Puis de toute façon, il n'y a pas personne qui vit un deuil de la même façon. Non, c'est sûr. Mais les périodes difficiles, c'est sûr que c'est les anniversaires. Sa fête, ma fête, la fête des mères. Tout vient que ça vous fait rappeler Ève. C'est ça. Tous ceux qui sont pas là, quand c'est des fêtes, c'est plus difficile. Est-ce que vous êtes du style à garder, parce que je sais qu'Ève avait laissé, elle avait laissé beaucoup de choses. Elle avait beaucoup, je crois, c'est des livres, elle écrivait énormément, là. On a beaucoup de boîtes, là, tu sais, avec des souvenirs dedans. C'est sûr qu'on fouille pas là-dedans continuellement. Non, mais là, vous avez gardé... on a gardé tout ça, puis
Là, c'est Jeanne qui a ça dans son storage, là, tu sais. Mais pour vous, c'est ben, vous moi, ne ça débarrassez pas, là, non, mais trop ça va aller difficile. à elle, de toute façon, tu sais. Moi, je suis pas éternel, là, puis Mm-hmm. je veux pas que ça se perde, mais que je sois plus là. Donc, ces Donc, on a souvenirs-là commencé à en transférer, là, tu sais, vont aller à sa fille. Ouais. Il y a beaucoup d'albums de photos, puis des scrapbooks, puis elle prenait beaucoup de photos, fait qu'on a beaucoup de photos, puis il y en a des chansons qui sont sur YouTube. C'est évident qu'il y a des CD aussi, là. Fait qu'il reste beaucoup de souvenirs. Ouais. Au moment du décès là, de Ève, elle avait une fille du nom de Jeanne. Comment qu'on fait en tant que de grands-parents pour tenter de consoler un enfant qui vient de perdre sa mère? Ben Jeanne, c'est pas du jour au lendemain qu'elle s'est emmenée avec nous autres. Là. Ça faisait déjà plusieurs années, depuis qu'elle est toute petite, qu'elle passait beaucoup de temps avec nous autres, parce qu'Ève avait la carte partagée avec le père de Jeanne. Alors, souvent, ben, quand Jeanne était avec sa mère, ben, là, si Ève était occupée, ben, elle s'emmenait avec nous autres la fin de semaine, puis, elle a passé beaucoup de temps avec nous autres, l'été, pendant les vacances. Puis, c'est sûr qu'après le départ de Ève, ben, là, elle a passé encore plus de temps avec nous autres, parce que nous, on avait un appartement à Montréal à ce moment-là, puis on avait notre résidence à Tremblant. Mais depuis qu'Ève est décédée, on est à Montréal en temps plein. Là, tu sais. On a vendu la résidence à Tremblant, puis on vit à... Fait que là, depuis presque 2 ans, Jeanne est avec un copain. Là. Mais avant ça, là, pendant 6 ans, là, elle est restée avec nous autres là, à temps plein presque. Tu sais. Mais ça c'est doit sûr être... qu'elle voit encore son père, là, tu sais, mais ouais. pour vivre, là, elle vivait avec nous autres. Mais ça doit être assez difficile dans le rôle d'un grand-parent de tenter de consoler ou de l'aider dans une démarche de deuil. L'accompagner dans ses études, premièrement. Là, ouais. C'est sûr qu'à ce moment-là, c'est surtout sa grand-mère qui devient très proche d'elle. Fait que, mais c'est une période qui est quand même difficile. Il faut vivre ça au jour le jour, puis il faut rester positif, puis il faut continuer. C'est ça. Pourriez-vous me parler de l'association auquel vous adhérez? C'est l'Association québécoise de prévention à suicide. Ouais. Je sais que vous avez organisé des spectacles en la mémoire de Ève pendant quelques années. Pourriez-vous nous en parler? Ouais, Ève est décédée en 2012, puis en 2015, le 15 mai, qui est son anniversaire de naissance, là, on a décidé de faire un spectacle ce soir-là au Lion d'Or. C'était un vendredi soir, puis ça a très, très bien été. On a ramassé de l'argent. Puis, comment vous faites ça? Il y a des invités? Les artistes se sont tous offerts bénévolement. C'est des artistes qui connaissaient Ève ou... Non, ils connaissaient Ève. Okay. Ève était connue dans le milieu, là, tu sais. Ouais. Puis, il a fallu en refuser des artistes parce que tu peux pas faire un show de 12 heures, là, tu sais. Puis, on a ramassé quand même 9000 piastres cette soirée-là. L'année suivante, on a refait encore un spectacle, mais on n'a pas été capable d'avoir le vendredi soir. On a fait ça un jeudi soir, puis ça a été moins bon. Puis là, on est en 2016. Depuis 2017, on fait juste une levée de fonds. Fait que quand ça arrive au mois de mai, à la date de la fête de Ève, là, on met en branle une levée de fonds là, avec Facebook. Puis moi, j'envoie des emails à mes contacts, à mes amis. Puis depuis qu'on a commencé ça, là, en 2015, on a à peu près 20 000 piastres à ramasser pour l'Association de prévention du suicide. Mais eux, ce qu'ils me disent à l'association, le plus important, c'est d'en parler. Oui, exactement. C'est bien beau l'argent, là, mais c'est d'en parler. C'est sûr que l'argent nuit pas. Puis moi, quand je sollicite des gens, ben, je suis pas le seul à faire la sollicitation. Hein. Il y en a peut-être 2000 au Québec qui font toutes sortes de sollicitations. Là. Que ce soit le cancer ou toutes sortes de maladies, toutes sortes de fondations, exactement. Fait qu'on continue dans ce sens-là. C'est une façon de faire travailler. Oui, exactement. Vous, dans le fond, là, c'est vous continuez avec Ève. C'est pour elle, dans le fond, que vous faites ça. Là. Puis pour les gens. C'est ça. Mais en même temps, c'est pour...
Ben, c'est pour que les gens se parlent de la question là, du suicide. Tu sais, c'est pas en parlant pas qu'il n'y aura pas de problème. Là. Fait qu'on en oui, parce parle. qu'il y en a quand même beaucoup. Là, C'est ça. On en parle, puis espérons que ça aide les gens. Et j'ai vu sur le site, justement, là, qu'on va présenter, là, on va la présenter, on va présenter des photos de Ève, là, sur notre capsule d'entrevue. Et on a mis également l'Association québécoise de prévention du suicide. Et j'ai remarqué que Ève, elle est là, on voit sa photo, on en parle sur cette association-là. Une page. Ils ont mis une page qui continue. Exactement. Et les gens peuvent aller directement disons que envoyer l'argent. La levée de fonds, on se concentre vers la fin du mois de mai. Là. Mais moi, je continue à alimenter la page avec toutes sortes de souvenirs que j'ai de Ève, là, avec des dates précises. Mettons, à telle date, là, il y avait tel spectacle. Ou je mets ça sur sa page, puis les gens répondent à ça. Est-ce que vous pourriez nous dire la page sur Facebook? Ça s'appelle, si je me trompe pas, à la mémoire de Ève Cournoyer. Ouais. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on se rend directement. Il y a un lien qui se rend exactement à l'association. Pour faire une donation, oui. Exactement. Puis, beaucoup de photos de Ève qu'on peut voir. On a beaucoup de photos. C'est pas les photos qui manquent. Là. Non, il y en a beaucoup. Des photos, des chansons. Puis oui, c'est vrai, on voit des vidéos. Oui, des vidéos. Puis, elle était très consciente là, de prendre des vidéos. Puis, Ève a fait le Francofolie. Oui. Je me souviens pas exactement, par exemple, en quelle année? Je pense que c'est 98 ou 99. Ouais. Et comment que elle s'est rendue là? Je pense qu'elle avait ce costume-là, dans ce style-là. On peut peut-être le montrer ici. C'est sur le CD de Sabot de Vénus. Ben, oui, ça, c'est toute elle qui faisait des démarches pour être acceptée. Comme elle a eu quelques bourses là, du gouvernement canadien ou québécois, ou je sais pas trop, là, c'est toute elle qui faisait ces démarches là, pour avoir des bourses. C'était une personne très autonome. Est-ce que vous la suiviez quand elle allait, exemple, là, qu'elle faisait un spectacle au Francofolie? Non, nous autres, on le savait, là, bien souvent, pas pareil devant tout. Là. OK. Moi, on n'a jamais eu une primeur, nous autres, pour savoir, ben là, cette chanson-là, je viens de faire cette chanson-là, peux-tu me dire que c'était ça? Là? Non, nous autres, on avait le produit fini, là, puis c'était ça. OK. Donc, vous avez pas suivi ces spectacles? Ben, on suivait, oui, mais disons, par après, on allait dans des lancements. OK. On est allé souvent comme au Lion d'Or, là, pour des spectacles. Là. Mais souvent, c'était un lancement. Au Lion d'Or, comme quand elle avait lancé, là, c'était l'écho. L'écho, là, c'était au Lion d'Or, ça. OK. Fait que c'est ça, on y allait. Parce que ce qu'on comprend, c'est que Ève était une personne assez discrète. Ouais. Tu l'entendais jamais bavasser de quelqu'un. OK. Elle était pas mémée, comme on dit. Là. OK. Puis ce qui l'intéressait, c'était son écriture, puis l'action, puis... C'est ça qui était un peu, disons, moi, mon analyse, c'est qu'elle était brûlée physiquement. Là. OK. Parce que les artistes, ben, quand est-ce qu'ils trouvent le temps de composer, ben, tranquille? C'est dans la nuit, tu sais. Fait que s'il commence elle commence à faire des chansons, des paroles, de la musique, puis tout à coup, il est rendu 2-3 heures du matin, il faut que je me couche parce que demain matin, j'ai un rendez-vous à tout à l'heure, je sais pas trop. Ils viennent qu'à un moment donné, il manque de sommeil. Puis quand tu manques de sommeil, ben c'est là que devient l'épuisement total. Exactement, et ça l'affecte le mental, le physique, le mental. Non, le cerveau, ça demeure encore un mystère. Hein? Fait que si ton cerveau, la seule façon de reposer le cerveau, c'est le sommeil. Ouais. Fait que c'est pas si tu manques de sommeil en quelque part, là, à un moment donné. Fait que, moi, mon analyse, c'est qu'elle c'est de ruiner sa santé en faisant trop, mais pour nous autres, on la voyait aller depuis quelques années qu'elle opérait comme ça. Là, tu sais, fait que c'était comme normal pour vous. C'est comme, avant de mourir, elle venait juste la semaine précédente, de lancer son dernier CD. Ouais.
Fait que c'est Pour pas- conclure, M. Cournoyer, est-ce que vous avez un mot de la fin à dire à nos téléspectateurs? C'est sûr que c'est pas facile de parler du suicide, mais il faut en parler si on veut aider à régler le problème. Et en parlant, ben, des gens sont plus, on dit en anglais aware, là, c'est le mot français, c'est quoi? C'est plus conscient. Exactement. Oui. Il y a des gens fragiles, puis il y a des gens qu'on peut voir aller, puis qu'on dit que là, ça peut être dangereux pour leur santé. C'est là mais ces gens-là, comme elles, sont très indépendants, puis très sûrs d'eux autres-mêmes, puis ils s'en vont là-dedans, puis let's go, on fonce. Hein. C'est pas évident de fonctionner comme ça aussi. Ben, je vous remercie beaucoup, M. de Cournoyer, Ça fait d'être venu plaisir. parce que ça prenait beaucoup de courage à vous pour venir nous parler de Ève. Là. Ouais, j'espère que j'ai aidé quelqu'un. C'est certain que vous allez aider quelqu'un. Merci. Ben, je vous remercie d'être à l'écoute, puis on se retrouve pour une autre entrevue bientôt. Merci. Rien ne peut anéantir quelqu'un autant que de voir ses rêves voler en poussière. Le mauvais sang que je me fais souvent n'éteint pas mon feu qui bouille en dedans. Je persévère. Va ma fille, la vie t'attend. Souviens-toi, protège-toi, laisse-toi pas faire. Va pas croire à l'illusoire, y a rien de plus vrai que la trajectoire. Conseil de mère. Tout